Le niveau moyen du marketing dans le foot, j'ai pas peur de le dire, il n'était pas exceptionnel. Donc tout de suite, on a eu l'air d'une météorite dans le monde du football. T'as des millions de fans de Football Manager. Je pense qu'on réussit à faire vivre aux gens ça. Par contre, il y a quand même des petites différences dans ta manière de gérer Versailles. C'est un peu un mix de Venise, de Com, de Wrexham. Pour toi, c'est un peu ça le foot du futur ? Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Mais en fait, avec Versailles, on peut développer des flux de revenus complémentaires par rapport à d'autres clubs de foot parce qu'il y a une marque de dingue. Si on arrive à dérouler notre plan, je considère qu'on n'a pas de plafond de verre. Dans le foot, il y a beaucoup de joueurs qui commencent le foot parce qu'ils ont un idole. Toi, c'était qui ta plus grande inspiration, tu penses ? Mon grand-père, mec, j'ai vu un mec normal bâtir un empire. Et donc moi, je me suis toujours dit, mais en fait, pourquoi pas moi ? Moi, mon grand-père a refusé une offre à 100 milliards pour info. Imagine la force de caractère et imagine surtout à quel point il était vraiment là pour autre chose que s'enrichir. Mais si tu devais t'inspirer de ton grand-père et d'une chose qu'il t'a apprise, tu pourrais apprendre à tes enfants, ça serait quoi ? L'important est dans les relations que tu entretiens avec les gens. Moi, mon plus grand rêve, et c'est pour ça que je suis ici, c'est... Les gars, avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous demander de vous abonner. C'est très important pour nous, en ce moment on est en train d'exploser. Si vous abonnez, vous ne raterez plus aucun épisode. On est encore 80% à regarder les épisodes sans être abonné. On peut réduire ce chiffre. Abonnez-vous les gars. Merci encore à ceux qui le font, grâce à vous. On casse tout en ce moment. Je reprends l'épisode. Alexandre, je suis super content de t'accueillir sur le podcast. T'as une vie assez variée finalement, t'as accompli pas mal de choses dans plein de domaines. Donc je suis impatient de discuter avec toi. Déjà pour commencer, j'aimerais savoir, parce que t'es né dans une famille renommée, mais t'es arrivé à te construire une histoire assez propre à toi. Quand tu repenses au petit Alexandre, est-ce que t'as l'impression qu'il a suivi le chemin qu'on lui avait tracé ou qu'il a réussi à construire son propre chemin ? J'étais parti plus ou moins pour suivre le chemin tracé. Non, au tout début, en fait, pas du tout. Au tout début, c'était vraiment entrepreneuriat et jamais je serais rentré dans le groupe familial, alors que c'était quand même quelque chose qui était plutôt poussé. Ça n'a jamais été poussé de manière trop dure, mais c'était incité. On était incité à prendre nos responsabilités. Et moi, c'était hors de question. Je n'avais pas du tout le profil d'un suiveur. Et donc, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Et à un moment, je suis rentré chez Auchan parce que j'avais la sensation que la direction qui était prise n'était pas du tout la bonne, n'était plus du tout en lien avec ce que mon grand-père avait bâti. Et donc, je me suis dit qu'il fallait que je rentre. Si je te le fais en long story short. Et ensuite, j'y ai passé une dizaine d'années, même si j'ai eu d'autres projets en parallèle. Et après, je me suis fait virer. Donc, aujourd'hui, est-ce que je suis dans le chemin qu'on avait tracé pour moi ? Je pense que mon père m'a jamais mis la pression réellement là-dessus. Mon grand-père aurait adoré que je continue. Mais mon grand-père est aussi un entrepreneur et il sait ce que c'est d'être un entrepreneur. Donc, si on se place de son point de vue à lui, je pense que je suis une voie dont il est hyper fier. Il comprend pas trop le football, pour être très honnête. Mais non, je pense que je suis... en tout cas, j'ai fait ce que je devais faire, je pense. Et tu penses que cette envie d'entreprendre, elle vient d'où ? Est-ce que c'est de la curiosité ou c'est un peu... tu ressens un peu une pression de réussir envers toi-même ? Je pense que la pression de réussir, elle est vraiment là. J'ai toujours eu un besoin de reconnaissance depuis tout petit, mais ça voulait pas dire que c'était par l'entrepreneuriat. À un moment, je voulais être producteur de cinéma. En tout cas, j'ai toujours voulu être parmi les meilleurs dans ce que je fais. J'ai pas réussi à le faire dans le passé à cause de ces sujets entreprise familiale qui m'ont jamais permis d'avoir vraiment un focus sur un seul truc. Là, aujourd'hui, avec le club, je pense que je suis là où je dois être. Et là où je dois être, je pense que c'est effectivement l'entrepreneuriat. Après, est-ce que c'est dans mon ADN ? Est-ce que c'est dans mon conditionnement ? Je pense que j'ai vraiment le profil type d'un entrepreneur. Et je pense qu'en plus de ça, j'ai été sacrément conditionné par mon grand-père. C'est quoi pour toi le profil type d'un entrepreneur ? Déjà, je pense il y a entrepreneur et entrepreneur. Je suis pas sûr qu'un boulanger puisse être comparé à un Elon Musk. Mais en tout cas, un entrepreneur qui a une ambition très forte, je pense qu'il faut d'abord un grain de folie. Dans le sens, tu vois, le club, on ne l'aurait pas récupéré si on avait su ce que ça voulait dire.
Donc il y a un côté folie, on va vers dans une direction, on maîtrise pas forcément le truc, on maîtrise pas forcément les ressources disponibles, mais on y va. Et après, je pense que c'est capacité à entraîner les gens. C'est Howard Stevenson qui était un prof d'Harvard qui disait de l'entrepreneuriat, et je l'aime bien cette citation, il disait « Entrepreneurship is the pursuit of opportunity without regard to resources currently controlled ». Mais tu vois, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont fait le choix de cette voie, ils y restent pour toujours. Ouais. Mais toi, tu as eu l'opportunité de repasser chez Auchan. Tu penses que ce passage à Auchan, il t'a appris quoi que tu n'aurais pas pu apprendre si tu étais resté dans l'entrepreneuriat? Alors déjà, tu dis c'est drôle parce que c'est un peu atypique. Moi, le sujet, c'est que je considère que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie et j'ai toujours voulu être quelque part où ça faisait sens. Et quand je dis faire sens, c'est apporter quelque chose à la société, tu vois. En tout cas, beaucoup, un petit peu. Et en fait, c'était en 2013, je pense, on était en train de développer une agence de pub qui s'appelle Ores avec 4 potes. Et j'étais au board d'Auchan e-commerce. Et j'ai eu une présentation des chiffres d'une boîte que j'adorais qui s'appelait La Ruche qui dit oui, qui était une boîte qui était entre l'économie collaborative et le retail, on va dire, en tout cas la food. Et en fait, on m'a sorti, le fondateur était au gouvernement, il devait être ministre ou secrétaire d'État. Donc pour moi, c'était une boîte qui était exceptionnelle, que je regardais vraiment en modèle. Et en fait, on me sort le chiffre d'affaires et je vois le chiffre d'affaires qui est moins de la moitié du plus petit hypermarché Auchan. Et donc là, j'ai une crise de sens. Je me dis, attends, si tu veux avoir de l'impact, est-ce que c'est vraiment dans l'entrepreneuriat que tu peux l'avoir ? Réussir dans l'entrepreneuriat, quand tu es en plus un fils d'eux, je sais pas c'est quoi les statistiques, mais ça doit être 0,5%. Alors qu'à côté, il y avait Auchan, qui me paraissait, moi, aller dans une direction, comme je te l'ai dit, qui n'était pas la bonne et qui avait besoin de remettre la culture originelle de la boîte, peut-être avec un peu de technologie, embarquer les collaborateurs. Je me suis dit, mais en fait, moi, je suis le petit-fils aîné du fondateur, je lui ressemble quand même, j'ai un peu le même profil de leader que lui, je suis son petit-fils aîné, je suis hyper proche de lui, j'ai peur de rien, je suis un bulldozer. Ce métier me passionne. Est-ce qu'en fait, j'apporterais pas plus en tentant de reprendre Auchan et de lui redonner un peu ses lettres de noblesse, quoi. Ce choix, il t'a amené quelque chose aujourd'hui ou... Mais t'as même pas idée. Ce que j'ai vécu chez Auchan Direct, donc c'était toute la partie livraison de courses à domicile. Et à l'époque, quand j'y suis allé, c'était un pari. Moi, je voulais le cheval de Troie, en fait. On n'allait pas me nommer patron, tu vois, d'Auchan à 26 ans. Et donc, je me suis dit, c'est quoi le meilleur cheval de Troie ? J'ai été souvent dans la Silicon Valley, je lisais énormément. Je me suis dit e-commerce alimentaire. Il n'y avait pas Deliveroo, il n'y avait pas Uber Eats, il n'y avait pas tous ces trucs-là. Et moi, je connaissais Instacart, j'avais été aux États-Unis, on avait rencontré les équipes, Google Shopping Express, Amazon Go à l'époque qui commençait un petit peu. Et je me suis dit, je vais rentrer là-dedans et ça va être le bon cheval de Troie. Je vais prouver qu'on est capable de faire un truc aussi bien ficelé qu'Amazon en interne et ça va me permettre après de diriger la boîte. Et donc, ce que j'ai appris, c'était quand même un site qui faisait 120 millions de chiffre d'affaires. Donc, en termes de gestion opérationnelle, c'était assez dingue. En termes de technologie, c'était dingue. Mais ça, je te parle de compétences techniques, on va dire. Sur les compétences, les apprentissages plutôt d'ordre humain, ça a été surtout chez Auchan France. À la tête d'Auchan France, comprendre le système des grosses boîtes, le big company disease. J'écrivais beaucoup de choses déjà dessus, je me rendais compte de plein de choses, mais l'avoir vécu à la tête du truc pendant 1 an, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Déjà, très compliqué de changer un système en place. Il y a un système qui a été mis en place depuis des années. Tu vois, moi, j'y suis allé de manière assez forte. J'ai essayé sans contrainte et en fait, ça ne pouvait pas fonctionner. J'ai appris que fais confiance à tes intuitions. Et ça a été revalidé au sein du FC Versailles. Je suis arrivé, j'ai laissé tout le codir en place pour me dire il ne faut pas trop de changements. L'entreprise, elle n'a pas arrêté de bouger, il faut de la stabilité. Je crois très fort en la stabilité. J'aurais dû sortir tout le codir et mettre que des gens qui croyaient en moi, croyaient en mon projet. Enfin, bref, j'ai eu un MBA en 1 an qui a eu le poids de 10 MBA, je pense.
Est-ce que tu considères que tout ton cadre dans lequel tu as grandi, est-ce que tu penses que tu as une perception différente du risque? Je pense que ça n'a rien à voir avec le cadre. Mon petit frère, lui, est beaucoup plus analysant que moi, et donc il est beaucoup plus averse au risque. Quand je te parlais de folie, moi demain, j'ai des discussions avec ma famille qui me disent mais pourquoi tu mets autant dans le club? Imaginons que les entreprises familiales se plantent, tu te retrouves du jour au lendemain avec rien. Mais en fait, moi, ça me va très bien. Demain repartir from scratch, embarquer mes enfants là-dedans, qui connaissent un peu les deux faces, tu vois, d'une même pièce, voir leur père repartir de... Je suis sûr que ce serait positif. Tu penses que cette mentalité, elle vient de ton grand-père? Je pense que je l'ai au fond de moi depuis tout petit, et je pense que sûrement que mon grand-père a dû avoir un rôle à jouer là-dedans. Puis après, moi, il n'y a pas eu... On en parlait tout à l'heure, je lis énormément. J'ai commencé à lire des bouquins, on va dire, liés au business en 2010, mais avant, je lisais une quantité de biographies pas possible. Et je pense que ça m'a vachement inspiré, tous ces profils de mecs qui réfléchissent, parce que nous, on prône vachement le raisonnement, les bonnes réflexions, la bonne argumentation, mais savoir y aller, quoi. Aller dans des directions où on se dit, je sais qu'on peut y arriver, je sais pas comment on va y arriver, mais je sais qu'on peut y aller. Il y a une autobiographie qui t'a peut-être un peu plus marqué qu'une autre? Si tu devais conseiller à un jeune l'autobiographie d'une personne, tu dirais qui, par exemple? Autobiographie ou biographie en règle générale? Enfin ouais, biographie, l'histoire d'un personnage qui t'a peut-être marqué. Je pense que All Time, c'est Fouché de Stéphane Zweig. Ok. Maintenant, pour le business, j'ai beaucoup aimé. Alors, tu vas te dire, putain, le mec est mégalo total et égocentrique, mais Alexandre Legrand de Valerio, je sais pas quoi. Une Ok. biographie qui est introuvable et qui est vraiment dingue. Ou Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, vachement bien, parce que c'est un peu le. Tu connais un peu la maïotique de Socrate. C'est au lieu de faire, d'imposer aux gens de faire, il vaut mieux éveiller un ardent désir qu'ils aient envie de le faire par eux-mêmes, tu vois. C'est l'art d'accoucher les esprits. Et Franklin, c'est un mec qui a un peu mon profil, un peu bourrin, qui croit qu'il sait tout à la base. Je te parle de mon état de nature, hein. Aujourd'hui, je pense m'être amélioré. Et en fait, il explique tout au long de sa vie comment est-ce qu'il a compris que le plus important, c'est le relationnel avec les gens. Et je pense que quand tu es entrepreneur, oui, il faut savoir prendre des décisions difficiles, mais surtout, il faut réussir à mailler et embarquer les gens. Je pense que cette biographie, elle est assez hors du commun. Et Alexandre Legrand, il y a des similarités aussi J'en ai plein. Ouais, Alexandre Legrand, c'est quelqu'un. Mais Ça, vrai, t'as monté vraiment plusieurs business au cours de ta vie. J'aurais préféré ne pas le faire. Ouais, justement, c'était un peu ma question. Comment on monte plusieurs business et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Alors, déjà, tu sais, contrairement à pas mal de propriétaires, présidents de clubs de foot, nous, on n'a pas eu notre gros succès avant, à notre actif. Et donc, tout ça pour dire que on n'a pas eu, moi, j'ai pas eu une boîte qui est devenue hyper successful. Et je te parle pas forcément de la taille d'une boîte, une licorne ou autre, mais une vraie petite boîte qui fonctionne super bien, qui a trouvé ses clients, qui apporte de la valeur, etc. J'ai dit n'importe quoi. Ores, agence de pub dont je te parlais tout à l'heure, ça a été un carton de dingue. Mais encore une fois, je suis parti au bout de 2 ans pour Auchan, donc je considère pas être le mec qui a réussi à le développer. C'est plutôt Nico et Tom, Nico Guittard et Thomas Budaka qui l'ont fait. Donc je peux pas trop te dire. Enfin, en tout cas, je pourrais te parler de plein de choses, mais c'est pas venant d'un mec qui a fondamentalement réussi. Mhm. Je suis très fier de ma carrière, tu vois, elle a été chaotique, il y a eu plein de galères et j'ai fait des trucs, je le sais, des trucs de fou, et ceux qui ont bossé avec moi chez Auchan Direct savent ce qu'on a fait, mais il n'y a pas eu le vrai succès public. Du coup, tu as eu cette période où t'as essayé plusieurs choses et maintenant tu te concentres sur un seul business qui est Versailles. C'est quoi l'importance du focus pour toi, de se concentrer sur une seule chose? J'ai cru pendant longtemps que je pouvais faire plein de trucs en même temps parce que je bosse beaucoup, parce que j'optimise constamment. Je pense que réussir un projet d'entreprise, c'est un truc très dur. Et te défocus, c'est le pire truc qui puisse arriver, je pense. C'est de la pollution, en fait. Tu as besoin d'être là. Enfin, on est tous frustrés. Chaque entrepreneur est frustré du nombre d'heures qu'on a dans une semaine pour faire réussir son projet, quoi. Donc, le focus, l'art d'aller à l'essentiel, c'est un truc qui est hyper important et je pense que c'est un des sujets depuis quelques années qui m'intéresse le plus. Et on essaye en plus au quotidien avec l'équipe, et c'est Fabien qui est principalement en charge de ça, de faire en sorte que vraiment on arrive à déceler les sujets qui sont essentiels, parce que tout est intéressant, tout est important.
y a peu de choses qui sont essentielles. Et ça demande de poser un projet qui est extrêmement clair, avec des objectifs hyper clairs, pour justement être capable de trier l'essentiel du non essentiel. Tu as Eisenhower, tu vois, qui avait fait une matrice. La matrice Eisenhower, je sais pas si tu vois, c'est urgent, important, non urgent, non urgent, non important, etc. Et lui, il te dit, tu fais évidemment, obligatoirement l'important urgent, mais tu dois t'occuper de l'important non urgent. Donc ça, on va dire que c'est peut-être l'essentiel, et tout le reste, tu le délègues ou tu l'abandonnes. Et enfin, pour moi, vraiment réussir, je te parle de trucs d'ambition, ça demande une discipline de dingue. Moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est un sportif de haut niveau. Et t'en as plein qui se foutent de ma gueule quand je dis ça, que moi, je me considère comme un sportif de haut niveau, je me prépare physiquement, je fais hyper gaffe, je me fais accompagner mentalement, parce qu'en fait, c'est tellement dur, en fait. Et donc, quand tu dis, tu vois, l'essentiel, tu vois, un pilote de Formule 1, un footballeur, un basketteur, enfin de haut niveau, t'es obligé, en fait, de trier, de focaliser sur l'essentiel. Bah, dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est pareil. Et justement, tu as un peu focalisé d'une autre manière. Quand tu passes de Auchan, où il y a peut-être des dizaines de milliers d'employés, à Versailles, et il y en a 50, c'est quelle différence pour toi? Aucune. Moi, et je comprends pas en fait que je sois quasiment le seul, enfin tu vas peut-être me trouver un ou deux mecs qui en ont parlé, mais je comprends pas que je suis le seul à parler de cette vision de l'entreprise, où pour moi, une entreprise, c'est un groupe de personnes. C'est que un groupe de personnes. C'est des gens qui sont réunis autour d'une proposition de valeur. Vous, c'est de produire des podcasts. Auchan, c'est de vendre des petits pois. Stotel, c'est de vendre des chambres. Mais au final, c'est qu'une excuse en fait pour se réunir. Et donc, à partir du moment où tu as cette vision-là, que tu le fasses chez Auchan, au FC Versailles, chez Philips ou chez Rimowa, pour moi, c'est la même chose. Mon job est exactement le même. Ce qu'on fait concrètement, le what de Simon Sinek, là, la proposition de valeur est différente, je viens de la citer, mais le rôle du dirigeant, pour moi, c'est uniquement de développer les personnes avec lesquelles il travaille. Et donc l'entreprise, pour moi, c'est une salle d'entraînement. Tu dois mettre en place en tant que patron, il n'y a pas que ça, je fais de la com, j'incarne le club à l'extérieur, etc. Mais l'essentiel, on va reprendre l'essentiel, pour moi, c'est de développer des ateliers pour permettre aux gens de progresser individuellement et de progresser collectivement. Et c'est pour ça que chez Auchan, on avait dessiné un terrain de foot pour parler de la vision. C'est comme un coach avec ses joueurs. Tu les développes individuellement et tu leur apprends à travailler ensemble. That's it. Pour moi, il n'y a rien d'autre. Par contre, il y a quand même des petites différences dans ta manière de gérer Versailles. C'est un peu un mix de Venise, de Com, de Wrexham. Pour toi, c'est un peu ça le foot du futur? Alors, première partie de ta question, c'est Wrexham, Como, Venise, c'est des inspirations, on va dire, marketing. On s'inspire d'eux pour positionner le club, pour qu'il devienne vraiment inspirant pour les gens qui aiment le foot ou pas et qui devraient donner leur préférence au club. Mais ça, c'est de la strat, on va dire. L'essentiel du modèle, comment est-ce qu'on s'y prend, c'est toujours la même chose que je viens de t'expliquer. Ok. Je pense que chacun, tu vois, chacun devrait définir la vision de son entreprise, on parle de foot, qui lui corresponde. Nous, tout le monde nous demande, mais alors vous faites ça pour faire différemment? Non, on ne fait pas ça pour faire différemment. On fait ça et on le fait de cette manière-là parce qu'on ne sait pas le faire autrement. Donc, tu vois, il y a plein de clubs. Moi, je regarde des clubs de dingue. Tu vois, la Real de la Louvière. Alors, cette année, première année en Pro League, donc en première division, ils ont terminé avant-dernier, je pense. Mais ils ont fait, si Salvador il m'écoute, 5 montées en 8 ans, avec très peu de moyens. C'est pas du tout du Wrexham. Ils ont pas du tout, tu vois, le branding d'un Wrexham ou d'un Como ou d'un Venise. Pourtant, je considère que c'est un club de foot de dingue. Bodo Glimt, tu peux les mettre dedans. Nordjylland, Midtjylland, Sampaoli, tu vois, rien à voir aussi. Pourtant, tout le monde en parle. Je pense que c'est très lié. On le disait avant d'allumer les caméras, mais je pense qu'une entreprise, elle ressemble très fortement à son fondateur parce que c'est lui qui recrute les personnes, en tout cas au départ, c'est lui qui pose les standards de recrutement, et comme par hasard, il va mettre des standards de recrutement qui lui correspondent. Donc il va aller regarder des compétences, des soft skills, des compétences humaines qui lui correspondent. Nous, on va regarder l'humilité. Jordan Belfort, il va peut-être aller regarder les coronesses, quoi. Parce que donc pour toi, la
la manière de faire qui te convient, le positionnement qui te convient, c'est ça, c'est d'être plus qu'un club, c'est aussi une histoire un petit peu. Ah ouais. Moi, j'aime profondément raconter des histoires. Et je trouve que notre histoire, elle est cool et qu'elle vaut le coup, ça vaut le coup en fait de la raconter. Donc, on s'est vachement orienté vers les aspects marketing. Mais c'est même tactique en fait, parce que quand on rachète le club, il faut savoir qu'il fait 300 000 euros de chiffre d'affaires, 8 millions d'euros de dépenses. Tu rajoutes à ça tout l'exogène, les droits télé. Vous avez suivi sûrement ce qui s'est passé avec les droits TV dans le foot. Une hécatombe, ils sont passés de promesse à 1 milliard à 300 millions, je pense, cette année. Et donc, nous, on s'est amusé à regarder un club de foot à la base, c'était plus un amusement. Et en fait, on nous a présenté Versailles. Et on s'est dit, mais en fait, avec Versailles, on peut développer des flux de revenus complémentaires par rapport à d'autres clubs de foot parce qu'il y a une marque de dingue. Et donc, on a évidemment capitalisé sur ce qu'on avait nous. Mais tu vois, la Rale de la Louvière, ils ont capitalisé sur leur bassin de population. Parce que c'est un ancien bassin minier. Lens, c'est pareil, tu vois, c'est le même exemple que la Louvière. Chacun, en fait, doit faire avec les assets et avec les avantages qu'il a. Et nous, notre avantage, c'était Versailles. On a évidemment ramené, moi j'ai beau avoir 40 ans, mais je considère que je suis très jeune. J'ai beaucoup de potes qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Je me suis dit, on s'est dit avec Fabien, que tu arrives à réconcilier tout ce que t'apporte, enfin tout ce à quoi te fait penser Versailles, tout ce qui est connoté à Versailles, l'élégance, le raffinement, le style, l'histoire, le savoir-faire, tout ce que tu veux. Tout le monde aurait fait en fait un club qui se serait positionné que là-dessus. Nous, on se dit non, nous, la jeunesse nous intéresse énormément, tu vois, l'audace, l'ouverture, la diversité, la remise en question, le côté rebelle un peu. Et on s'est dit, en fait, nous, on appelle ça notre YET, Y-E-T, c'est réussir à faire un club qui associe les deux, qui réconcilie les deux. Donc oui, on est parti à fond là-dedans. On a regardé, donc évidemment, on s'est inspiré de Venezia. Nous, on est des copieurs. Moi, je répète toute la journée qu'on est des voleurs, quoi. Donc on prend ce qui se fait de mieux. On est allé à Como, on a halluciné sur ce qu'ils ont fait en termes de sportifs. Je te le mets même de côté, c'est exceptionnel. Mais toute la partie touristique, la partie travail sur la marque, exceptionnel. Venise, tu vois, les maillots, on s'en est beaucoup inspiré. Travail sur la marque, avec une marque en plus mondiale. Venise, tout le monde connaît. Wrexham, c'était le storytelling. Donc on y est allé à fond, on fait la même chose. Hein. Et tu penses que dans le sport, il y a une opportunité que beaucoup de clubs ne voient pas aujourd'hui? De storytelling. Je veux pas critiquer les autres clubs, mais je pense qu'ils pourraient. En fait, c'est très lié à la transparence. Nous, moi, une de mes valeurs cardinales, évidemment, tu mets le respect au-dessus de tout, mais la transparence, pour moi, c'est un truc qui est. Tu vois, depuis tout petit, je me voyais, moi, en interview pour raconter tout ce que j'avais dans la tête. Pour te dire, mais à 9-10 ans. Donc ce truc-là, il a toujours été très présent en moi. Et j'ai toujours l'impression que quand je raconte toutes les conneries qui puissent m'arriver, mes faiblesses, etc., je me protège en fait, parce que j'ai plus besoin de les retenir, ou de les cacher, ou de les masquer. Dès le départ, on a recruté des gens qui étaient très à l'aise avec la transparence. Et pour raconter de vraies histoires, de bonnes histoires, des histoires qui plaisent, t'as besoin d'authenticité. Quand tu racontes de la merde, quand tu bullshit, tu t'en rends compte en 2 temps 3 mouvements. Et je pense que nous, cette transparence fait que notre histoire, elle est authentique, elle parle aux gens, alors que tu vois, il n'y a personne qui peut trop s'identifier à moi. Je suis fils d'un des plus grands entrepreneurs français. Mais pourtant, je pense que les gens voient que c'est authentique, qu'on est juste des gens comme les autres et qu'on assume nos faiblesses, on assume les galères qui nous arrivent. Et ce qui fait que l'histoire, elle est intéressante. Et je suis pas sûr que beaucoup de gens le comprennent. Et je pense que s'ils comprenaient, ils pourraient raconter des trucs de dingue. Parce que tu regardes, enfin, tu vois, les histoires des clubs. Nous, on est en train de créer notre histoire depuis 3 ans. Je parle de la partie pro. Imagine ce qu'il y a derrière en termes de musées. À l'OM, à Sampoli, à Lens, au PSG. Enfin, il y a des histoires dinguissimes, des histoires humaines, d'aventures, de galères. Mais tu vois, j'en ai vu plein des séries, je ne les citerai pas, sur des clubs que je trouve pourris, sans aucune âme. Raconter de bonnes histoires, c'est raconter la vraie histoire, quoi. Tu peux évidemment l'enjoliver un petit peu, mais Mais est-ce que tu penses que paradoxalement, en même temps, dans le foot, il n'y a pas trop de transparence, trop de médiatisation, que tout est analysé, qu'on sait tout sur tout? Il y a eu l'affaire, la polémique avec Mbappé récemment, ou même Tchouaméni. je pense quand même qu'il y a quelques trucs qu'il faut cacher à partir du moment où
ça peut mettre en péril l'intégrité physique ou émotionnelle, tu vois, des gens. Est-ce que celle-ci, je l'aurais diffusée? Moi, oui. Moi, j'aurais de toute façon tout diffusé. Si c'était moi, il y aurait des caméras en mode Love Story dans tout le club. Et des micros partout. Mais je sais que ça peut faire, ça peut ne pas aller à tout le monde. Et peut-être qu'on aurait dû recruter que des gens comme moi depuis le début. Sauf que j'en ai jamais rencontré dans ma vie. Donc, te dire que tu vas trouver le bon directeur sportif, le bon coach, le bon analyste du jeu qui fonctionne comme ça, c'est pas possible. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on arrive à leur faire comprendre que c'est important. Et donc, oui, moi personnellement, je l'aurais. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais. L'analyse de ce qu'il y a derrière, en plus, tu vois. Puis ça reste. En fait, on est tous pareils. Hein. On est tous pareils et peut-être que la com, tu parlais de transparence, mais elle mystifie un petit peu trop je pense, les sportifs de haut niveau. Oui, c'est des monstres. C'est pour arriver à ce niveau-là, c'est des mecs exceptionnels. Ça reste des mecs qui vont au shot tous les jours, qui se prennent la tête avec leurs femmes, qui se plantent en bagnole quand ils boivent trop, j'allais dire. Mais ils vivent la même vie que nous, en fait. Je parlais de Mbappé et j'ai vu ton post LinkedIn à ce sujet. Tu penses quoi de sa vision? Bah moi, sa vision, elle me plaît parce que je pense que j'ai un peu la même. C'est des valeurs qui me parlent. C'est les valeurs du club aujourd'hui. Nous, on essaye, enfin, on pense qu'on est le club du vivre ensemble. Et je pense que la clé pour sortir de la crise dans laquelle on est, je te parle même pas d'économie, je te parle de la polarisation extrême de notre société. Les gens qui se mettent dessus pour rien, qui en viennent à se détester parce qu'ils sont différents. Moi, je pense que c'est une catastrophe. Ça m'attriste énormément. C'est vraiment un sujet qui me touche énormément. Et j'essaie de promouvoir les valeurs du vivre ensemble, d'expliquer constamment que pour moi, la différence, c'est ce qui nous rend plus forts. Et que c'est pas parce que l'autre est différent qu'il faut absolument le renvoyer de notre pays. Et donc tout ça, moi, quand il en parle, ça me parle. Je pense que c'est hyper important et je pense que c'est la solution à la problématique que la France vit aujourd'hui. Et j'ai pas envie j'ai pas envie que mes enfants dans 10-15 ans, et même aujourd'hui, soient dans un pays où j'ai l'impression qu'il y a de la haine à tous les étages. Et donc quand quelqu'un s'exprime comme ça, bah, j'ai envie de le soutenir en fait. Quand tu réussis à médiatiser ton club correctement et que ça marche bien sur les réseaux, quand quelqu'un dit que le club est meilleur sur TikTok que sur le terrain, c'est quoi ta réaction en général? Je ris, ça me fait rire. J'adore les haters, ils me font rire. Le seul truc que je me dis à chaque fois, c'est vas-y, viens. D'abord, dis-le moi en face et viens le faire à notre place. Et surtout, je sais très bien qu'en fait, le truc allait finir par fonctionner parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu disais, je pense pas que les clubs de foot soient reconnus pour leur capacité à faire un marketing exceptionnel. T'en as quelques-uns qui font des trucs top, tu vois, Lens par exemple. Et donc, le niveau moyen du marketing dans le foot, j'ai pas peur de le dire, il n'était pas exceptionnel. Donc, moi, c'était mon métier de base. On a recruté des gens brillants pour le faire, Louis Desloges au marketing, Antoine Verdier sur la partie contenu, et d'autres, Rémi, Thomas, etc. On leur a donné les clés, ils ont moins de 25 ans, ils maîtrisent ces sujets-là, et donc ils l'ont fait. Et donc réussir sur le marketing, en référence, en relation par rapport aux autres clubs, c'était assez simple, et donc tout de suite, on a eu l'air d'une météorite dans le monde du football. Et donc les gens se sont dit, putain, ils doivent passer 80% de leur temps, 90% de leur charge mentale sur le marketing et rien sur le sportif. Sauf que le sportif, malheureusement, les autres clubs de foot, ils savent jouer au foot. Et plutôt très bien. Voire vraiment, vraiment très, très bien. Et donc, ça a pris du temps, quoi. Donc, moi, je mettais, je sais pas, 20... Enfin, si je dois prendre la moyenne de Fabien et moi, ça devait être 30% autres, 70% sportifs. Sauf qu'on a galéré, on a fait des mauvais choix parce qu'on n'était pas en mesure de faire les bons choix. Et donc, ça a pris du temps. Donc, les gens se disaient, ils sont très forts en marketing, très nuls en foot. Enfin, pas bons en foot. Donc, vous êtes un club TikTok et tout. Mhm. Mais ce club TikTok, il t'a quand même coûté entre 2 et 3 millions d'euros. Ce que j'ai mis dans le club, Ouais. 22 millions d'euros. 22 millions d'euros, ok, bah... Tu peux m'expliquer comment ça fonctionne quand t'arrives dans un club de foot et que tu veux investir dedans, etc. Imaginons que quelqu'un m'ait appelé pour reprendre le club de Bourg-en-Bresse ou de Lens ou autre. Ça aurait été très très différent de ce qu'on fait aujourd'hui.
Et même, tu vois, au plus petit échelon, tu vois des clubs comme Villefranche, à côté de Lyon. Mhm. Les mecs sont des machines en hospitalité, en vente de places, en B2B en gros. Nous, on était à zéro. Donc, notre club, je pense que c'est unique. Je peux te raconter tout ce qu'on a dû faire, mais nous, on partait de zéro. La seule chose qu'on avait, c'était quelques contrats de joueurs, 11. Donc, quand on a débarqué, petit conseil, ne rachetez pas un club le 15 juin, 2 semaines avant la reprise. On avait 11 contrats sous joueurs, on avait le numéro d'affiliation par notre convention avec l'ASSO qui faisait qu'on était inscrit, si tu veux, on avait notre position dans le championnat de 3e division. Il y avait Marc Mohamed, heureusement qu'il était là, qui gérait un petit peu tout, mais il y avait zéro structuration. Donc, comment est-ce qu'on arrive ? Tu dois t'occuper de tout. Tout ce qui est une entreprise. Et en plus de ça, les aspérités du foot. Donc, c'est recruter... je peux te faire toute l'histoire de ce qui s'est passé depuis le début, mais on a tout fait. Tout. Mhm. Et justement, quand tu analyses un club que tu as acheté, comment tu détermines que ça peut devenir un club qui marche ? C'est quoi un club qui marche en 3e division ? C'est un club qui, je pense, qui performe sportivement et qui perd pas trop d'argent. Tu perds forcément de l'argent sur une saison en 3e division ? Pas tous les clubs. Je pense que Villefranche n'en perd pas. J'avais vu les comptes à l'époque. Pau n'en perdait pas. Bastia. Je te parle de pas perdre d'argent avant transfert en plus. Là. Mhm. Donc non, il y a plein de clubs qui gagnent de l'argent. T'en as aussi qui perdent beaucoup d'argent. Je pense que ça dépend. Comme tu vois, il y a une entreprise d'IA qui doivent en gagner, d'autres qui doivent en perdre. Parce que combien ça coûte à peu près une saison pour un club de 3e division ? Pour le nôtre, Ouais. pour le nôtre, on perd à peu près 5-6 millions d'euros. Encore. Le but du jeu, notre projet à long terme, nous, notre vision, ce qu'on a écrit, c'est 2029-2030, la saison, on doit être break-even. Mhm. On doit être rentable sur cette saison-là. On a encore, je pense, de l'ordre de 10-12 millions à mettre dans le club pour y arriver. Ok. Et est-ce que tu penses qu'il y a un plafond de revenus ? Une fois que tu es break-even, tu peux aller... Non, aucun. Mais je pense que nous, particulièrement, ce club-là, avec la marque et tout le travail qu'on est en train de faire, avec le positionnement géographique, c'est-à-dire club parisien. Quand on dit club parisien, c'est qu'avant, c'était région parisienne à la place d'Île-de-France. Donc, en gros, club d'Île-de-France, club francilien. Donc, bénéficier de toute la formation francilienne, la proximité avec la ville de Paris. Si on arrive à dérouler notre plan, je considère qu'on n'a pas de plafond de verre. Mhm. C'est quoi la source de revenus numéro 1 pour le club actuellement ? Transfert, B2B, donc partenariat. En revenu pur, maillot. Maillot, on fait plusieurs centaines de milliers d'euros de revenus. Hospitalité et un peu de billetterie. Ouais, parce que je t'ai vu dire, on ne cherche pas de sponsor. En fait, on veut des partenaires. Sponsor, c'est un truc qui peut paraître être assez froid. Nous, on cherche vraiment des gens qui nous correspondent. Donc, c'est plus qu'un sponsoring, c'est vraiment du partenariat. Et donc, il peut y avoir dans le partenariat du sponsoring parce que si une entreprise qui nous correspond, encore une fois, souhaite mettre son nom sur notre maillot. Mais la partie, on va dire, classique sponsoring, partenariat, c'est là où il y a le plus de pétrole pour nous. Parce qu'en fait, pendant 3 ans, je dirais pendant 2 ans et quelques, parce qu'on a recruté un responsable commercial, Quentin, qui est là depuis, le temps passe vite, mais je dirais une petite année, à peu près. Mais avant, en fait, on a travaillé, on s'est focus à fond sur, on développe la marque, on développe la puissance de la marque, et ensuite, entre guillemets, on va vendre notre marque à des partenaires qui pourront s'y associer comme ils le souhaitent, que ce soit de la visibilité stade. Aujourd'hui, on est un studio créatif, on vend ça en part. Tu vois, la campagne qu'on a fait avec Godot et Fils, avec Oli, c'est comme si on était une agence de pub en fait, mais sur base d'un club de foot. Donc après, ils décident de ce qu'ils veulent acheter chez nous, mais c'est sur base de cette marque. Et donc tout le storytelling autour, l'aventure humaine, nos valeurs, nos principes, etc. C'est quoi l'aspect de la gestion du club que t'aimes le plus ? Accompagner les gens. Ok. Mais je suis pas le meilleur là-dedans. Mais donc dans ce que je fais aujourd'hui, je suis quelqu'un de très généreux. Je donne mes Legos à ceux qui le méritent le plus et j'ai donné mes meilleurs Legos. Donc dans ce que je fais, je pense que c'est quand même encore donner de l'énergie aux gens. Ok. Et ça peut être par un podcast, parce qu'ils l'écoutent. Ça peut être un discours. Ça peut être... moi, ce que je fais beaucoup, c'est le quotidien. On parlait tu vois, des moments qu'on passe ensemble.
Ouais, je pense que c'est le lien avec les gens. Mhm. Lier les gens. Tu joues un gros rôle sur tout ce qui est transfert, etc. Non. En fait, notre modèle à nous, notre vision de ce qu'on... Et il y a plein de modèles. Il y a plein de gens qui font l'opposé de ce qu'on fait et qui cartonnent 3 fois plus que nous. Nous, on n'intervient jamais. Alors quand, par exemple, demain tu me dis, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est toi, super joueur, je l'envoie à Salomon, mais je m'arrête là. Ce qu'on fait en revanche avec Fab, et c'est encore une fois encore plus de l'ego que je lui ai donné, c'est de travailler à fond avec eux sur le raisonnement. C'est quoi notre théorie de la performance? C'est quoi notre théorie du recrutement? Et ça, on les lâche pas. Quand je dis on les lâche pas, c'est Salomon et aussi le coach, parce qu'il intervient dedans, pour être sûr et certain que notre recette, elle s'améliore toutes les semaines. Et donc, je peux lui dire, attends, je comprends pas pourquoi est-ce que tu as recruté, parce que je vois quelque chose, je lui pose la question, mais jamais j'irai lui dire, tu signes avec ce mec-là, c'est ça qu'il nous faut, notre modèle de jeu, il doit plutôt être comme ça, donc ce joueur, non, zéro. Tu vois, je t'ai vu dire que tu visais la Ligue 2 en 5 ans, Mm. mais du coup, ça veut dire que tu dois arriver à préserver une vision long terme, même si c'est un milieu où tu as envie d'aller vite, d'avancer, de progresser. Comment tu fais justement Elles sont bien tes questions. pour avoir la patience d'attendre un résultat alors que tu as envie de tout faire C'est la clé en fait. Notre vision, c'est si tu devais définir les paramètres pour obtenir de la performance, je pense que tu en as plein. Tu as même des paramètres marginaux, des gains marginaux, et tu as des trucs qui sont très importants. Notre vision à nous, et c'était déjà le cas, c'est le cas depuis très très longtemps, et je pense que là, pour le coup, conditionnement absolu de mon grand-père, la stabilité pour moi, peu importe de quoi on parle, c'est l'élément, le paramètre essentiel de performance. Et je pense que beaucoup de clubs de foot l'ont oublié, et je pense qu'ils vont même beaucoup à l'inverse de ça. Et donc moi, j'ai aucun problème avec ça. J'aurais aucun problème. Imaginons qu'il nous arrive une catastrophe. On descend en N2 cette année, on garde notre coach. Sauf si on est capable de prouver qu'il est responsable réellement de ça. Parce que je considère que la stabilité, c'est le paramètre numéro 1 de performance. Donc nous, il n'y a aucune difficulté. Parce que de toute façon, on assume tout. Je te le disais, on est en transparence totale. Si demain, on le garde alors qu'on descend ou parce qu'il a fait une mauvaise saison, mais qu'on sait pourquoi on le fait, parce qu'on aura poussé notre raisonnement sur pourquoi est-ce qu'on est descendu ou pourquoi est-ce qu'on a sous-performé, on l'assumera en fait. Et justement, quand, vu que tu m'as dit que tu aimes bien transmettre l'énergie et que le foot, c'est un milieu où tu crées des liens forts quand même avec les gens, imaginons que tu doives te séparer d'un coach ou même de quelqu'un dans les bureaux avec qui tu as créé des liens forts. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de compliqué? C'est hyper dur. C'est peut-être, tu me demandais ce que je préfère et ce que je déteste le plus, mais je pense que là, pour le coup, ça doit être commun à tous les entrepreneurs qui ont un minimum d'empathie. Se séparer de quelqu'un que tu adores, alors parce que te séparer de quelqu'un que tu peux pas blairer et qui est pas performant, c'est pas compliqué. Te séparer de quelqu'un qui n'est pas performant et que tu apprécies énormément, mais même certains sont devenus des copains et des amis, ça pour le coup c'est très dur. Mais j'hésite pas une seconde. Parce qu'en fait, je pense sincèrement que on parlait d'entrepreneur tout à l'heure, mais une des compétences premières, je pense, d'un leader, d'un entrepreneur, d'un dirigeant, c'est de prendre des décisions difficiles, quoi. Donc, puis on a même eu des cas où on devait se séparer de personnes compétentes, avec qui on s'entend bien, mais qui n'étaient pas compatibles avec notre modèle et notre vision. Mais je pense que c'est le ciment parce qu'en fait, c'est de l'alignement. C'est le ciment d'une entreprise. Tu vois, la vision d'Auchan, elle était méga claire, celle de Decat, méga claire, celle d'Amazon, méga claire. En fait, les gens ont besoin d'être alignés. Tu sais pas où tu vas n'importe où et tu t'avances pas. Tu vas dans le bouquin Alexandre le Grand, tu vois, il le parle. Son armée, elle était indestructible. Tout le monde était parfaitement aligné. Et justement, quand tu recrutes quelqu'un, justement, c'est quoi le truc qui te fait dire que la personne elle est alignée avec la vision de Alors ça, ton projet? il y a pas. C'est le truc possible. le plus dur en fait, et c'est pour ça que c'est pas une science exacte. C'est pour ça qu'on y investit énormément de moyens dans le recrutement. Je te parle pas que des joueurs, parce que de toute façon, c'est pour n'importe qui dans l'entreprise. Mais on essaye de déceler ces choses-là, mais c'est extrêmement dur. Donc tu fais des cas pratiques, tu fais des tests de résistance au stress, d'alignement de valeurs, de raisonnement. Tu les vois en entretien. Tu vois, Jordan, il a halluciné quand il est arrivé chez nous. Il a dû se faire 20 heures d'entretien, dont 2-3 heures avec Fabien, 1-3 heures avec moi. Donc prise de référence, entretien. Et ça, c'est un peu notre standard de recrutement. Donc on essaye de gommer au maximum l'aléa, l'incertitude.
Maintenant, enfin, c'est impossible déjà. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on sait même pas ce qu'on dit de toute façon. On pense savoir ce qu'on pense nous-mêmes en tant que personne, et je pense qu'on le sait pas. Je pense qu'on se ment à soi-même tout le temps. Donc bon. Et est-ce que tu penses que c'est possible d'être un club qui réussit tout en gardant une atmosphère familiale? Est-ce que garder une atmosphère familiale, c'est quelque chose qui compte pour toi? En fait, pas que club, c'est une entreprise. Je sais, les gens me critiquent avec ça, mais une armée, c'est une entreprise pour moi. Je pense que tu peux vraiment réussir en étant dans un environnement pas du tout familial, et je pense que tu peux réussir en étant dans un environnement très familial. Je pense que c'est comme tout, en fait, ça dépend de qui tu es, ça dépend de ce qui est important pour toi, ça dépend de ton style, ça dépend de plein de choses. Moi, ce que je sais, c'est que dans les années 90, quand j'allais faire mes courses chez Auchan et que j'allais voir mon père en magasin, je voyais que des mecs qui étaient trop heureux, et c'était une boîte de distribution où ils bossaient comme des chacals. Donc, j'en suis convaincu. Ok. Je suis convaincu que même tu peux bosser entre amis, quoi. Ouais. Mais ça C'est ce qu'on demande de fait sur le l'exigence. podcast. Ça demande de l'exigence. Évidemment, ça demande d'être en mesure de te parler quand les choses sont difficiles. Ça demande de prendre des décisions. Ça demande une discipline, en fait. Et cette discipline, si tu te l'imposes et que le projet est clair et que tu sais pourquoi tu fais ça, bah en fait, c'est pas compliqué. Enfin, je pense pas que ce soit très compliqué. Et je pense que si tu y arrives, c'est peut-être dur d'y arriver, mais une fois que tu y arrives, tu es indestructible. Je pense que tu deviens indestructible. En tout cas, Fabien, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Salomon, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Jordan, c'est devenu un de mes super potes aussi. Quentin, enfin, tous les gens avec qui je bosse. Après, tu as des affinités un peu plus fortes avec d'autres. Mais le côté familial où on se prend pas la tête, c'est ça que ça veut dire familial. C'est on est très sérieux, on bosse comme des chiens, mais on se prend pas la tête. Est-ce que justement ce côté familial, tu penses qu'il t'aide, vu que tu construis tout en public, et en plus dans le sport où tu es très exposé, et que du coup tes erreurs aussi sont très exposées, est-ce que ce côté familial, il t'aide à mieux encaisser Ouais. ça par exemple? Ouais. On a été accusé d'avoir organisé, d'avoir arrangé un match. On veut être le club le plus vertueux de France, voire d'Europe, dans 20 ans. Et on nous accuse d'avoir arrangé un match. Et en fait, je pense que ça, c'est des tentatives de déstabilisation. Le fait d'être un club familial a permis de dépasser ça. Et ce qu'il y a de beau dans l'histoire, c'est que le fait qu'on ait amené ce combat entre nous et qu'on soit resté solidaires a développé notre esprit, cet esprit familial, cet esprit de famille, cet esprit de cohésion, comme personne n'en a idée. C'est souvent ça, tu essaies de tuer quelque chose, et en fait, si tu résistes, tu en sors renforcé. Moi, c'est ce qui s'est passé chez Auchan. Tu me parlais de mes learnings, là, j'en ai eu. Laisse-moi deviner, ça fait 40 minutes que tu regardes le podcast et t'as peut-être fait un petit oubli, t'as peut-être oublié de t'abonner. Écoute, si jamais ce podcast t'a apporté quelque chose, que t'as appris quelque chose aujourd'hui, et seulement si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Mais seulement si ça t'a apporté quelque chose et que ça t'a inspiré. Avec The Elevate House, c'est vraiment quelque chose auquel j'essaie de m'engager, de vous apprendre un maximum de choses et qu'on s'élève tous ensemble. Et n'oubliez pas, si jamais vous allez faire un petit footing ou vous avez un long trajet en voiture, on est aussi dispo sur Spotify. Comme ça, vous pouvez nous écouter plutôt que nous regarder. Si t'es arrivé jusqu'ici dans l'épisode, n'hésite pas à commenter HG. Pourquoi HG? HG, ça veut dire Hôtel des Grands Voyageurs. C'est ici qu'on tourne les épisodes. Et j'aimerais bien ce petit rituel pour voir qui sont les vrais fans de The Elevate House. Parce que grâce à l'Hôtel des Grands Voyageurs, on peut tourner dans ces conditions qui sont incroyables. C'est vraiment un hôtel magnifique. Si vous cherchez un endroit où dormir dans Paris, ils ont des super belles chambres. Là, on est au Poppies, c'est un bar qu'on peut privatiser pour des événements. Et c'est ici qu'on tourne et qu'on a cette ambiance un peu feutrée, que les guests ils aiment bien et que vous aussi vous adorez d'ailleurs. Merci à vous les gars d'être là. On reprend avec l'épisode. Là, t'es à fond sur Versailles, mais est-ce que tu t'imaginerais racheter d'autres clubs? Tu sais, un modèle un peu la John Textor, modèle multi-club, etc. Pas du tout en mode multipropriété. Est-ce que j'imaginerais consolider d'autres entreprises autour du FC Versailles? Oui. Et en particulier parce que je pense qu'à un moment, j'aurais plus grand-chose à faire. Si on arrive à démultiplier les gens, quand je dis démultiplier, c'est pas dans le sens froid, hein, c'est que les gens soient de plus en plus performants entre eux, bah en fait à un moment, moi il n'y a pas de raison, tu vois, que je garde beaucoup de choses, et donc à un moment je me ferai sûrement chier. Donc il y a sûrement il y a de fortes chances qu'on y arrive, mais on y arrivera à partir du moment où le FC Versailles est vraiment devenu un club ultra performant au niveau économique et au niveau sportif. Auchan était, tu vois, Auchan, mon grand-père, il rachetait des énormes terrains, il mettait Auchan au milieu, et ensuite, je pense que c'est parce que les mecs commençaient à se faire chier, ils ont démultiplié, ils ont étendu les rayons. Le rayon bricolage, c'est devenu le roi, le rayon fringues, c'est devenu Kiabi, le rayon sport, c'est devenu Decathlon, le rayon électroménager, c'est devenu Boulanger.
Et Auchan, en fait, a été la plateforme, en tout cas c'est comme ça que je le vois, la plateforme de lancement d'autres projets. Mais très sincèrement, pour être un club vraiment rentable en autofinancement, il nous faudra quand même pas mal d'années. Mhm. Donc c'est pas d'ici demain la veille. Est-ce que demain... Alors, club de foot, autre club de foot, c'est quasi sûr et certain que non. Tant qu'on n'atteint pas notre vision. Racheter une marque de vêtements, tu vois, par exemple. Il y en a une que j'ai un peu regardée, parce que ça fait sens par rapport à tout ce qu'on est en train de faire sur le développement de notre merch et notre marque lifestyle, ça pourrait le faire. Ok. Mais focus quand même. Et là, aujourd'hui, tu saurais un peu me dire c'est quoi ton objectif ultime avec Versailles? Quand tu imagines la forme ultime du club, tu vois ça comment? Gagner le championnat de Ligue 1 tout en étant ultra rentable après les droits TV. Avant les droits TV, pardon. Et d'ailleurs, tu penses quoi d'autres clubs qui ont de plus en plus des projets semblables comme Le Mans, Paris FC? Tu pensais quoi de ça, qui est un peu une impulsion dans le foot d'emmener de plus en plus des clubs vers le haut? Est-ce que c'est une bonne chose? La question pourrait être, est-ce que c'est une bonne chose que, parce qu'on me l'a posé 50 000 fois, tu vois la bataille des top 10 du classement challenge, hein, les Pinot, les Arnaud, les Mullier, sauf que c'est pas les Mullier, c'est juste Alexandre là. Donc on m'a beaucoup posé la question sur comment est-ce que tu vois le Paris FC, ils vont vous effacer, il y a tellement d'argent qui va être injecté, vous n'existerez plus, etc. Bah moi je trouve que c'est génial, je l'ai dit 50 fois, qu'il y ait de l'argent qui soit investi dans nos clubs français et en particulier les clubs franciliens. Moi je considère qu'on grandit tous ensemble, tu vois, donc je trouve ça très très bien. Je m'entends d'ailleurs bien avec tout le monde. Moi je suis pour le partage. Je pense que j'ai écrit un post LinkedIn sur un article dans Vanity Fair de Mbappé, mais il y avait ensuite un article de Carlos Alcaraz. Et lui il disait, il prônait vachement le fait d'assumer d'être très pote avec son ennemi juré sur le court. Et moi j'aime bien cette mentalité de je partage tout, on peut me demander n'importe, alors la compo avant match évidemment jamais de la vie, mais on partage énormément avec les autres clubs, et il y a des gens géniaux qui ont racheté des clubs, tu vois, Pierre-Henry De Ballon à Dijon, Cyril Courtin à Orléans, Thierry Gomez ça fait plus longtemps, mais voilà, le Red Star avec Patrice, il y a plein de trucs qui se passent comme ça, et moi je suis plutôt en mode on se partage tout, et partager ça veut aussi dire partager les galères, être un soutien moral, tu vois. Et ça peut paraître fou, mais entre certains présidents, on est des soutiens moraux l'un vis-à-vis de l'autre, les uns vis-à-vis des autres. Et certains dont je suis très proche, on ne se parle pas pendant 1h30 quand on joue l'un contre l'autre. Un autre, Cyril, il est à côté de moi de Orléans, on regarde le match, entre guillemets, on rigole ensemble, tu vois. Donc tout ça pour dire que je pense que c'est une très bonne chose qu'il y ait de l'argent qui soit injecté à partir du moment où c'est des gens bien qui le font. Et entre temps et 2 jours, c'est quoi la plus grande leçon que tu as reçue en étant à Versailles? J'ai consolidé le fait que il faut s'écouter. On a écouté le monde du football pour recruter nos 2 premiers coachs, qui sont au passage des entraîneurs géniaux, qui conviendraient à plein de clubs, mais qui n'étaient pas compatibles. Tu vois, encore une fois, des mecs qu'on appréciait, qui étaient compétents, mais qui n'étaient pas alignés avec notre modèle. Et ça, on l'a fait parce qu'on est arrivé en se disant, on nous a dit que c'était important d'avoir un coach qui avait été ancien footballeur pro, qui avait un track record, etc. Et en fait, on aurait dû regarder notre standard de recrutement dont je te parlais tout à l'heure pour s'assurer qu'ils étaient compatibles avec notre modèle. Donc, nous écouter, parce qu'on a bâti, enfin moi ça fait 40 ans que je suis sur cette terre, on a appris des choses, Fabien aussi, on a bâti des raisonnements sur certains sujets, donc il faut qu'on s'écoute beaucoup plus. Et ce que j'ai vu, la claque que je me suis prise, c'est le sérieux dans le recrutement des joueurs, qui peut être transposé à l'entreprise, et moi je suis très 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 dans le recrutement, et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans recrutement, dans la complémentarité, tu vois, pas simplement au poste. Ça, j'ai pas mal appris. Et après, mais c'est pas business, c'est la folie du monde du foot. Enfin, je pense le sport collectif de haut niveau, le sport de haut niveau, sport collectif de haut niveau en particulier, foot en particulier, c'est un monde de fous.
C'est un monde incroyable. Moi, je suis devenu complètement passionné. Ça veut pas dire qu'on est dans l'irrationnel, dans les décisions, mais je suis vraiment devenu ultra passionné de ce sport. Ça demande une force humaine pour être capable de faire performer une équipe de 25 joueurs. Le respect, je connaissais rien au métier de coach. Je me doutais que c'était un peu similaire au management en entreprise, mais le métier de coach, c'est un truc... tu me verras jamais dire du mal d'un coach. Peu importe le niveau de performance, peu importe que ce soit un gros con ou un mec génial, je dirais jamais de mal. En tout cas, du professionnel. Si tu avais les connaissances techniques suffisantes en foot, ça te plairait de faire coach ou pas? Ouais. Ok. Est-ce que je serais capable? Je pense pas. Ok. Je pense pas. Qu'est-ce qui bloquerait? Moi, j'ai besoin... Je pense que le premier truc, j'ai besoin de temps pour moi. Tu vois, je te disais tout à l'heure, j'ai besoin de mon 2 heures de sport par jour. J'ai besoin d'emmener mes enfants à l'école. Pas tous les jours, mais j'ai besoin de le faire. J'ai l'impression que la vie d'un coach, c'est un sacerdoce assez extrême. D'où l'importance de, tu vois, nous on dit toujours qu'on essaie de mettre les gens dans les meilleures conditions. Je pense qu'en particulier dans un club de foot vis-à-vis de ton coach, c'est dur. Après, quand ils réussissent, je pense que ça doit être exceptionnel. Ouais, c'est clair. C'est toujours le pendant, tu vois, mais je pense que j'imagine même pas ce qu'Enrique a dû vivre là depuis 2 saisons. Ça doit être un truc de dingue. Encore plus que les joueurs, je pense. Parce que c'est toi quand même qui est... Ils arrêtent pas de dire, la plupart sont assez humbles d'ailleurs. Je pense que c'est peut-être de la fausse modestie, mais c'est les joueurs qui font le truc. Ouais, c'est les joueurs, mais la victoire, je pense que in fine sur une saison, c'est le coach. Donc tu l'as dit, il y a eu une série sur le club. T'attends quoi de la saison 2? Bah, x3. Réellement, ce que j'attends, c'est que ça soude encore plus les gens au cœur du club et qu'il y ait un maximum de gens qui connaissent notre histoire et la manière avec laquelle on fait les choses. C'est pas un objectif très clair, mais ouais. J'aimerais beaucoup, mais je pense que ce sera pas pour cette saison. J'aimerais beaucoup qu'elle soit vendue à l'étranger. Et par rapport à la saison 1, qu'est-ce que tu penses que la saison 2 elle apporte de nouveau? En fait, on est rentré plus en profondeur. Il y a eu en fait tellement des éléments dinguissimes la première année qu'il y avait beaucoup d'éléments dramatiques. Là, on a abordé des sujets. Bon, il y en a aussi. Hein. On a abordé des sujets hyper intéressants d'une manière assez unique, notamment la partie sportive qui est explicitée. Comment est-ce qu'en fait un club de foot est organisé? Comment est-ce qu'on fait pour performer? C'est quoi le lien avec les gens? Et ça, c'est intéressant. On l'avait beaucoup moins l'année dernière. Et ça te plaît de tourner ce genre de choses? Bah, je te le dis, moi si j'avais 100% de mon temps avec les caméras, je serais hyper heureux. Bien sûr. Oui, je suis content. Après, t'as dit que tu voulais mettre des caméras partout dans le club, Voilà. 24-24. Donc... Mais je l'imposerai jamais. Mais moi, je trouve que ce serait énorme parce qu'en fait, en réalité, là, ce que les gens commencent à voir, c'est t'as des millions de fans de Football Manager ou du mode carrière de FIFA. Et en fait, je pense qu'on réussit à faire vivre aux gens ça. Toi, t'as l'impression de jouer à ça des fois? Bah, moi, j'ai jamais joué à ça, donc je sais pas. Mais a priori, de ce que disent les gens qui l'ont vu, nous disent que c'est fou parce que t'es en train en fait de jouer t'as l'impression de voir ta carrière sur Football Manager. Quoi. Et c'était un peu le but, hein, cette explication, cette histoire, c'était d'expliquer en fait la réalité de ce qui se passe dans un club de foot. Et d'ailleurs, le club de foot, tu pourrais le vendre un jour? Versailles? Non. Allez, 1 milliard. Je pense que comme mon objectif, c'est vraiment d'inspirer sur un modèle différent, je me dis qu'avec 1 milliard en caisse, je pourrais le faire de manière encore plus puissante. Même si en te disant ça, je me dis que trop d'argent, c'est pas bon. Et que je pense que si on est bon, c'est parce qu'on n'a pas trop d'argent. Alors tu vas me dire, attends, tu te fous de ma gueule, t'as mis 22 millions dedans. On a essuyé des casseroles, on a fait des mauvaises décisions. Mais le but du jeu, c'est d'être en frugalité. Et donc je te dirais que... Je te dirais... Putain, 1 milliard. Bah oui, parce que je le ferais, je ferais 950 millions de philanthropie et je mettrais 50 millions dans le club. Donc peut-être que je le ferais. Mais moi, mon grand-père a refusé une offre à 100 milliards, hein, pour info. À 100 milliards? Ouais. Ok. Et je pense qu'il l'a refusé chez Flunch. Ça, c'est dingue. Et 100 milliards, quand je te dis 100 milliards, c'était les années 90, je pense, par Sam Walton, le fondateur de Walmart.
C'était 100 milliards de francs Mhm. pour Auchan uniquement. Ok. C'était Waouh. pas pour Decathlon, pas pour Laura, pas pour Boulanger, Kiabi, etc. C'était vraiment pour Auchan. Et en fait, tu peux te dire, bon, ok, 1 euro égale 6 francs 50. Donc Ah, c'est mais avec plutôt, l'inflation. ça fait moins. Mais 1 euro, 1 franc d'il y a 30 ans, c'est 1 euro d'aujourd'hui. Voire plus. Donc je peux dire qu'il a refusé une offre à 100 milliards. Tu sais pourquoi? Imagine la force de caractère et imagine surtout à quel point il était vraiment là pour autre chose que s'enrichir. Ouais, c'est vrai. Il s'en foutait total. Lui, ce qui était important, c'était de créer des emplois, développer les gens, les mettre dans les meilleures conditions et que les familles Auchan soient les plus heureuses possibles. Mais justement, là, regarde, c'est ta sœur qui a écrit ce Ouais, livre, c'est ça? ouais. Ah ouais, sincèrement, c'est pas parce que c'est ma sœur. S'il était pourri, je l'assumerais. Il est extraordinaire. En fait, mon grand-père a pas assez parlé de lui, et je trouve que c'est dommage. Il a énormément travaillé, tu vois, l'interne, mais pas l'externe. Ce qu'il a fait. Enfin, de toute façon, le club de foot de Versailles, c'est ça, globalement. Mhm. Les gens avant tout. Bah, moi, je voulais savoir, parce que ta mère aussi est bibliothécaire, si je Ouais. dis pas de bêtises, je voulais savoir quelle importance les livres ils ont dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que lire des livres, ça sert à rien. Toi, tu penses quoi de ça? Moi, je pense qu'on n'est rien. On ne sait rien. Tu vois, Socrate était affiché dans mon bureau pendant longtemps. Avoir la chance qu'il y ait des gens qui prennent 1 année, ou 2, ou 5, ou 10 pour partager, parce que généralement, quand tu fais un bouquin, c'est que tu as des choses à partager. Ils le font de manière sérieuse, ultra structurée. Ne pas capter cette valeur-là, je trouve que c'est un crime. En tout cas, quand tu es entrepreneur, que ton rôle, c'est de positionner ta boîte stratégiquement, d'embarquer les gens, de faire réussir une équipe, ça y a rien de plus compliqué. Ne pas aller s'inspirer de mecs qui l'ont déjà fait avant, qui ont des choses à te partager, je trouve que c'est un signe d'immaturité, c'est un signe d'arrogance, de supériorité assez fort. Tu penses quoi? Lire des livres, c'est un peu être humble. Bah ouais. Mais après, tu vois, nous on dit toujours qu'on essaye de faire en sorte d'être un peu moins con, plutôt que de dire d'être plus intelligent, ou de prendre de moins mauvaises décisions. Et moi j'adore le Picasso, quoi. Picasso qui dit les bons, qui est méga connu, hein, les bons artistes copient, les grands artistes volent. Dernièrement, j'en ai eu une de Gabriel Fauré, le compositeur, qui dit on est original qu'en copiant ou en volant, qu'en imitant, pardon. Mais si tu devais t'inspirer de ton grand-père et d'une chose qui t'a apprise que tu pourrais apprendre à tes enfants, ça serait quoi? Et que j'ai pas réussi pour les premières parties de ma vie, c'est l'important est dans les relations que tu entretiens avec les gens. Moi, comme j'étais très cultivé, je dis pas que j'étais très curieux, donc j'avais emmagasiné beaucoup de data, on va dire. Et ben, j'étais au point sur pas mal de sujets, et donc je croyais savoir. Et donc pendant une grande partie de ma vie, je mettais en priorité le fait d'avoir raison. Et je pense que c'est la plus grosse connerie qui soit. Et je pense que c'est la clé du succès d'Auchan. C'est que les gens étaient reconnus à leur juste valeur. Il n'y avait pas de lien de subordination. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire que c'est faux parce que tu peux pas savoir tout ce qui se passe dans tous les magasins. En tout cas, au niveau de mon grand-père, il y avait un lien hiérarchique de partage des responsabilités. Mais il considérait que chaque personne était à son niveau. En tout cas, dans sa relation avec les gens. Tu penses que ça t'a apporté quoi d'être né justement comme ça avec un grand-père qui a accompli d'aussi grandes choses? Je pense que ça m'a donné mon principal driver qui est la reconnaissance. J'ai besoin de reconnaissance, je l'assume. Il y en a qui diront que c'est un peu pitoyable. Moi, je m'en tape total. J'ai besoin de reconnaissance, j'ai besoin de montrer de quoi je suis capable. Donc ça pourrait être négatif, moi je l'ai tourné en positif. Ça m'a ouvert des portes de dingue. J'ai pas payé mes études. J'ai été dans les meilleures écoles. J'ai rencontré des gens de dingue, ouvert les portes. J'ai vu déjà. J'ai vu un mec normal bâtir un empire. Il m'a montré la voie. J'ai copié plein d'aspects, inconsciemment, hein, mais plein d'aspects de son comportement et de sa manière d'être avec les gens. Il m'a donné aussi tu sais, quand je te parlais de folie tout à l'heure,
Moi, ce que je voyais, c'était mon grand-père quand je faisais Croix, Ramatuelle, le nord, le sud. En bagnole avec lui, on s'arrêtait à 2-3 hyper. Dans 2-3 hyper, c'était des trucs gigantesques. Quand tu penses à un hyper, tu débarques dedans. Déjà, un mec qui crée un hyper, c'est un truc de fou. C'était impressionnant en termes de taille. Et moi, je voyais un petit bonhomme normal, tu vois, avoir fait ça. Et donc, moi, je me suis toujours dit, mais en fait, pourquoi pas moi? Exactement. Et quand tu te dis pourquoi pas moi aujourd'hui, tu penses à quoi? C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Moi, mon plus grand rêve, et c'est pour ça que je suis ici, c'est tenter d'inspirer les gens, notamment ceux qui prennent des décisions, pour leur faire comprendre qu'il existe un autre modèle. Notamment ce modèle-là. Je le pimpe un peu. Hein. Chacun doit le pimper à sa personnalité et tout. Mais moi, j'aimerais bien que les gens comprennent en fait qu'il faut s'occuper des gens. En fait. Et ça paraît tout con. Tu te dis, mais mec, de quoi tu me parles? Évidemment, c'est pareil pour tout le monde. Non, non. Non, non. 99% des boîtes ne s'occupent pas de leur gens. Bah écoute, je trouve que je suis très bien occupé de moi aujourd'hui. Ouais. Là, c'est la dernière question du podcast que je pose à chaque invité, avant une petite tradition. Mais si un jour tout s'arrête pour toi, pourquoi est-ce que tu veux qu'on se souvienne de toi? Que j'ai aidé des gens. J'aimerais bien en aider le plus possible, mais je pense que c'est déjà le cas aujourd'hui. Si je mourais demain, je pense qu'il y aurait quelques dizaines de personnes qui... Voilà. Et comme je t'ai dit, on a une dernière tradition dans le podcast. J'ai moi aussi un livre ici, dans lequel je demande à chaque invité d'écrire une phrase ou une citation qui est importante pour lui, si ça te dérange pas de le faire. Ouais. Est-ce que tu peux nous lire la phrase que tu as écrite dans le livre? Alors j'ai écrit: le rôle de ceux qui ont eu de la chance dans la vie, c'est d'en offrir à ceux qui en ont moins. Bah merci de nous avoir offert un peu de ton temps. C'était un régal de discuter avec toi aujourd'hui. Pareil pour moi. Je suis impatient de voir l'histoire du FC Versailles et aussi ton histoire, hein, ce que tu nous réserves pour l'avenir. On est qu'au début. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les gars. L'épisode est terminé, mais l'algorithme YouTube qui est maintenant basé sur l'IA est surpuissant et peut déterminer exactement la vidéo qui te plaira ensuite. L'algorithme a décidé que c'est cette vidéo qu'il faudra que tu regardes et qu'elle te plaira à 100%. Avant d'aller la regarder, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour le prochain épisode.